Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Chers auditeurs, je suis sûre que vous avez tous rencontré au moins une fois dans votre vie une situation à très fort enjeu, notamment par exemple un entretien réseau important ou un entretien d'embauche, dans lequel vous aviez absolument tout préparé et vous aviez l'impression que malgré cette préparation, vous n'arriviez pas à établir une bonne communication avec votre interlocuteur. En fait, ce que vous ressentiez, c'était avant tout votre stress, vous étiez centré sur vous-même et vous vous demandiez comment faire passer ce message si important que vous aviez passé autant de temps à mettre au point. Eh bien écoutez, pas de panique parce que notre émission d'aujourd'hui est là pour vous faire part de plusieurs trucs et astuces. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Olga Siesko, elle est conférencière, elle est auteure et elle est expert en communication. Olga, bonjour. Bonjour Mireille. Olga, j'ai plein de questions à vous demander parce que je pense qu'on en a discuté préalablement, ça serait une bonne idée de faire cette émission en 2 parties. Tout d'abord, la première, ou la deuxième peut-être, on va commencer par la deuxième, qui consiste à dire, tout le monde connaît la communication non verbale et tous les gestes qu'on dit de ne surtout pas faire quand on communique avec quelqu'un. Donc ça, on va en discuter, je crois que vous avez quelques idées qui ne sont pas forcément celles que tout le monde a sur le sujet. Donc ça, je propose que ça soit dans une deuxième partie. Comment communiquer plus efficacement avec la personne qui est en face de vous. Mais avant ça, peut-être qu'on peut passer la première partie à expliquer et à tester avec nos auditeurs comment est-ce qu'on peut, par des gestes, ça paraît bizarre, mais ça existe, essayer de gérer son stress pour arriver en bonne forme et en bon état pour communiquer efficacement avec quelqu'un. Olga, je vous laisse nous parler de quelque chose. Oui, il y a une Américaine qui a regroupé des travaux qui ont été faits par des chercheurs sur le langage corporel et qui, en fait, s'est rendu compte que si le langage du corps traduisait l'émotion, on pouvait aussi, à partir du langage corporel, induire une émotion. C'est-à-dire qu'en fait, le corps et l'émotion sont intimement liés et ça va dans les deux sens. Donc on a une double entrée. Voilà, ce sont des vases communicants. On peut avoir peur et du coup on va se mettre à avoir les mains moites ou se mettre à trembler. Exactement. Et si on fait quelque chose d'autre, on peut arrêter d'avoir peur. Voilà. En fait, il y avait déjà des personnes qui pressentaient que si elles se forçaient à sourire, par exemple en mettant un stylo entre les dents, je vais le faire pour que tu vois bien. Les auditeurs ne le voient pas, mais je le fais. Ah. Voilà. Je vous signale, chers auditeurs, que nous sommes en train de travailler sur la communication gestuelle à la radio, ce qui est quand même un gros challenge. En fait, si par exemple, tu mets un stylo entre tes dents et que tu forces ton sourire, malgré tout, en fait, tu as des chemins neuronaux qui font que tout le bien-être que tu ressens quand tu souris va rejaillir. Donc c'est comme si on essayait de faire quelque chose et en fait on y arrive, on induit l'émotion. Exactement. Et cette Américaine a dit, faites semblant jusqu'à... Ce que vous y arriviez ? Vous y arriviez. Faites-le autant qu'il le faut. Même si c'est 2 minutes. D'accord. Donc 2 minutes, c'est le minimum ? 2 minutes, c'est le minimum pour avoir des changements, même au niveau de certaines hormones, paraît-il. C'est-à-dire qu'en fait... Finalement, tous ces travaux, cette Américaine qui s'appelle Amy Cuddy, qui a écrit un livre qui est passionnant, qui s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes ». D'accord. Et que je recommande, parce que c'est passionnant. Il est en anglais, il est en français? Il est en français. Montrez-leur qui vous êtes. Et en fait, elle a établi le fait que si vous faites certaines postures, qu'elle a nommées des power postures. D'accord. Un peu comme des postures de yoga, mais en plus puissant. C'est les postures que nous adoptons tous lorsque nous nous sentons bien.
dominant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est bien, quand on est content, on s'étale. Le corps, il s'étale et il va vers le haut. Donc, par exemple, on va s'asseoir sur une chaise et puis on va avoir les jambes allongées. On va avoir les bras qui vont embrasser un petit peu les vers accoudoirs, l'extérieur. Oui, tout à fait. l'extérieur. Ça peut être aussi, par exemple, le croisement de jambes, mais un croisement de jambes, tu sais, qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire c'est la cheville qui est sur le genou. Tout Tu à vois, fait. c'est un croisement de jambes, mais très ouvert. Celui qu'on nous dit en tant que jeune fille de ne jamais faire en France. Exactement, parce que pour le coup, là, on est un petit peu les jambes écartées. On est d'accord. Donc ça se fait pas, c'est clair. Et puis, il y a la power posture que moi j'ai appelée la power posture de Superman. Et celle-ci, c'est vraiment très sérieux parce que elle a démontré que si vous optez pour cette power posture pendant 2 minutes, donc elle dit, faites ça dans les toilettes, quand vous avez un entretien important, et que vous êtes stressé, que vous avez besoin d'un coup de pouce, et donc de changer la biologie de votre corps, allez dans un endroit où vous êtes tranquille, vous mettez en power posture. Donc on se met debout, on a les jambes légèrement écartées, on met les mains sur les hanches, on bombe le torse, on ouvre les épaules, on lève le menton et on respire profondément pendant 2 minutes. J'ai l'impression d'avoir la posture d'un enfant dans une crèche ou d'un gamin à l'école. C'est tout à fait ça. Bien, cette posture-là, si vous optez pour cette posture-là pendant 2 minutes, de manière sérieuse, 2 minutes, ça va augmenter d'environ 30% votre taux de testostérone et ça va baisser presque de 25% le taux de cortisol. La testostérone, c'est l'hormone qui vous permet de vous sentir puissant. Mmh. C'est une hormone qui vous permet du coup de ne pas agir dans la peur. Donc vous allez parler de façon beaucoup plus fluide, vous allez Exactement. Les gestes que vous allez faire ensuite après la power posture seront des gestes de quelqu'un qui sera à l'aise. Exactement. Et baisser le cortisol, c'est baisser l'hormone du stress. Donc on se sent plus puissant et en même temps on a moins peur. Et du coup, sur le moment, l'entretien en question, et elle a des tas de témoignages. Elle a aidé des milliers de personnes qui au départ rigolaient et qui ensuite, le jour d'un entretien, se sont dit « mais j'ai rien à perdre, Bien sûr. je vais le faire ». Et puis, à la limite, dans l'intimité, on n'est pas ridicule. Complètement. Et du coup, ces personnes-là ont fait leur entretien en étant bien plus détendues et en étant plus eux-mêmes et ont montré leur meilleure version d'eux-mêmes. Donc ce que vous êtes en train de me dire, si je synthétise pour que nos auditeurs ne fassent surtout pas de bêtises et utilisent vos conseils de façon le plus efficacement possible, c'est les postures où on se sent bien sont des postures d'étalement. C'est pas forcément des postures que vous recommanderiez en entretien d'embauche, j'imagine, ou en entretien réseau. C'est ça. Par contre, le fait de les mettre en œuvre préalablement pendant un minimum de 2 minutes vous donnera la confiance en vous nécessaire pour au moins commencer l'entretien de façon sereine. C'est ça. On a entendu beaucoup de choses aussi il y a une dizaine d'années, et ça va être la deuxième partie, mais je voudrais peut-être commencer à l'aborder avec vous maintenant, et il y a beaucoup de mes clients qui se disent, avant de rentrer en entretien, il ne faut pas que je croise les jambes, il ne faut pas que je croise les bras, c'est une posture de fermeture, il ne faut pas que je me touche le visage, il ne faut pas que je me touche les mains, et il y a une telle liste de tout ce qu'il ne faut pas faire, peut-être même à peu près l'équivalent de tout ce qu'on ne doit pas manger parce que c'est pas bon non plus, que les gens arrivent en entretien et sont peut-être 2 fois plus stressés que s'ils arrivaient de façon normale. Qu'est-ce que, maintenant qu'on a, et on va en travailler maintenant qu'on a l'idée des power postures et de ce qu'on peut faire pour se sentir plus détendu, qu'est-ce que vous pensez de tous ces interdits qu'on donne aux gens ? Alors, ce que je pense des interdits, c'est qu'il faudrait peut-être les oublier concernant le non-verbal. C'est-à-dire que, effectivement, si on se dit « il ne faut pas que je sois comme ci, il ne faut pas que je fasse comme ça et qu'on a envie de le faire, par exemple, il ne faut pas que je croise les jambes, sauf que moi, je me sentirais vraiment plus confortable si je croisais les jambes. Le fait de ne pas les croiser, je me mets dans une situation d'inconfort. Et si on se met dans une situation d'inconfort, eh ben, je pense que dans l'entretien, forcément, on gâche certainement le potentiel qu'on a.
il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le non-verbal et qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a dites qui sont totalement fausses. Elles viennent de quel courant de pensée? Elles ont été mises en place Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Parce que c'est des choses qu'on entend toujours. Les idées reçues, elles sont tenaces. Ouais, complètement. C'est un grand classique, ça. On dit souvent que les idées reçues sont tenaces. On a beau expliquer que croiser les jambes, c'est surtout une posture de confort. Déjà, c'est une posture de confort dans le ventre de notre maman, c'est ce que je dis souvent. On était pliés. On n'était pas à Ibiza, complètement étalés sur un transat. On était pliés. Et le fait d'avoir les bras et les jambes qui se croisent, ça nous remet en position un peu fétale. Oui, du coup, ce sont des postures qui sont confortables. Est-ce que, par exemple, vous savez qu'on a prouvé scientifiquement qu'on réfléchit mieux, on a une meilleure concentration, les bras croisés, par exemple. D'accord. Je ne dis pas qu'il faut croiser les bras lors d'un entretien. Mais on peut, pendant une période, avoir les bras croisés et les réouvrir, par exemple. On peut avoir les bras croisés, par exemple, lorsqu'on est en attente, lorsqu'on est passif. Mais lors d'un entretien d'embauche, d'embauche ou un entretien, en tout cas important, avec un enjeu important, je ne suis pas sûre qu'on ait l'occasion de les croiser, les bras, parce que je vous explique pourquoi. Je vais aller au bout de mon idée. Quand on parle avec un interlocuteur, les mains, en fait, elles nous aident à mieux réfléchir et à mieux faire passer nos idées. C'est la deuxième entrée à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Voilà. Et du coup, lorsque on a besoin de transmettre une idée, les mains, elles sont mobiles. Lorsqu'on est en train d'écouter quelqu'un, si on est vraiment en même temps dans la communication et qu'on est partie prenante, il n'y a pas vraiment à croiser les bras. Les mains vont rester immobiles parce qu'on écoute, comme par exemple là, tu as les mains immobiles, voilà, parce que tu es en train d'écouter. Mais tu ne vas pas jusqu'à croiser les bras parce que tu es quand même dans la communication. Tu participes. Donc, lors d'un entretien, quand on est deux, on n'a pas vraiment l'occasion. On voit les gens qui croisent les bras, plus quand ils sont dans une réunion, qu'il y a une dizaine de personnes. Et qui se mettent en position de retrait. Exactement. Donc, les bras croisés, c'est plus, je ne vais pas vraiment intervenir. Ça ne veut pas dire que je suis fâchée. Ça veut dire que, je ne prends pas la parole, je ne vais pas intervenir. Donc, ce n'est pas très grave et on peut oublier tout ce qu'on nous a dit. Ah oui, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont vraiment totalement infondées. Pour clore cette première partie, est-ce qu'il serait possible que tu nous expliques comment est-ce qu'on peut faire, je crois que tu le fais dans tes conférences avec de la musique, certaines power postures pour que nos auditeurs essayent à la radio de se rendre compte de ce qu'on va faire dans le studio. Alors, ce que j'explique, c'est que comme je connais le langage corporel, j'ai été très touchée par ces travaux de Amy Cuddy, elle s'appelle, et que je me sens en fait bien placée pour finalement faire une chorégraphie. Alors c'est vrai que lors de mes conférences, je parle de la puissance en fait de ces power postures, et je leur explique la chose suivante. Je leur explique qu'on va tester en live les choses. Bien sûr. Voilà. On va se mettre donc debout. Donc on va tester avec nos auditeurs et je vous propose pour ça de commencer une pause musicale avec nous. Cette fois-ci, on va faire une pause musicale en gymnastique. On reprend le micro avec vous. D'accord. Et on vous explique ce qu'on est en train de faire. D'accord. Donc on a les jambes un petit peu écartées. Comme ça, on a les jambes écartées. On est bien ancré au sol. On est bien ancré au sol. On met les mains sur les hanches. On met les mains sur les hanches. Voilà. Et puis, on est souple. Donc, en fait, on bouge un petit peu les jambes. On bouge les jambes. Parce que quand on est en action, on ne peut pas être en dépression. Et puis, quand vous sentez ça avec la musique, vous vous ouvrez. C'est-à-dire que vous ouvrez votre corps, vous ouvrez vos On met bras, les épaules en arrière. par exemple. Et quand vous le sentez avec la musique, vous pouvez vous permettre aussi de monter les bras. On monte les bras. Parce que quand on est satisfait de quelque chose et qu'on est content, qu'on est heureux et qu'on est fier, eh bien les gestes s'élèvent. Donc en fait là, c'est un peu comme rappeler au corps qu'on est satisfait. Et alors, on va très bien. Voilà, donc si on récapitule, les jambes bien ancrées au sol, les mains sur les hanches, la posture on de respire Superman. profondément, on sourit, on se nourrit de la musique qu'on entend.
Après, on ouvre les bras. On lève les mains. Voilà. Et ensuite, on lève les mains vers le haut et on fait un peu comme... comment tu pourrais dire ça? On fait des vagues. On fait des vagues. Voilà. Et on est prêt pour notre entretien. Parce que le mouvement, ça détend. Voilà, le mouvement, c'est prouvé. Soyez dans le mouvement, dans la dynamique et vous pouvez pas, à ce moment-là, rester dans Mais là, de la tristesse. Je le sens. Si vous aviez la moindre inquiétude, la moindre boue à l'estomac, la moindre respiration saccadée, je vous garantis qu'avec 2 minutes d'exercice, ça passe. Donc maintenant, on est avec vous et on va passer notre entretien avec vous. Donc Olga. Donc on a discuté pendant une première partie des différentes choses que vous pouviez mettre en œuvre pour vous sentir moins stressé, plus à l'aise, plus en contrôle, et Olga utiliserait le mot plus dominant ou plus en leadership lorsque vous allez passer un entretien à fort enjeu, que ce soit un entretien d'embauche ou un entretien réseau. Donc ça, on vous conseille de le faire plutôt de façon isolée, donc dans les toilettes, dans le métro, dans votre voiture, en marchant autour du bloc. Marcher fait beaucoup de bien. Oui. Et ensuite, maintenant, on est avec vous dans la salle d'attente et puis vous allez rencontrer votre interlocuteur. Donc, la question, maintenant que vous êtes calme, serein et face à votre interlocuteur, c'est comment est-ce que vous allez valider le fait que votre interlocuteur vous écoute bien et que vous n'êtes pas en train de faire une erreur majeure de communication. Parce que même si vous êtes détendu, vous allez quand même, malgré tout, chercher à essayer de caser votre message, donner des idées et quelque part souvent vous vendre. Et c'est pas toujours la meilleure des idées. Donc Olga, je vous donne la parole. Ce que j'ai envie de dire déjà, au-delà du langage du corps, c'est que si on travaille bien son entretien, si on sait le pourquoi on est là, si on est réellement motivé, si on a la bonne intention et qu'on a la bonne énergie, les gestes vont suivre. Donc on a fait 90% du travail avant. Ah mais complètement. Un travail de préparation correcte, power posture, respiration. Mais oui, parce que c'est le mental qui va donner l'impulsion au geste. Et que si on est passionné, si on est motivé, si on est authentique, on va être souple et on va avoir une gestuelle qui est souple, une gestuelle qui est ouverte. On peut être stressé, c'est normal. Hein. Je pense que la personne qui est en face, elle est aussi stressée parce qu'elle aussi, elle a des enjeux. Et puis elle s'attend à ce qu'on soit stressé aussi. Et si on n'était pas du tout, ça serait peut-être anormal. Oui, ça serait même presque malvenu. Quelqu'un qui ne respecterait pas certains codes de bienséance parce qu'il serait même plutôt trop à l'aise. C'est ce que vous disiez en début, quand on est bien, on s'étale. Et ça, c'est clairement pas à faire. Exactement. Quels sont néanmoins, pour les gens qui débutent dans votre art, dont on parlera un tout petit peu plus après, quels sont les gestes qui permettent de valider que l'autre nous écoute, ou quels sont les gestes qui permettent d'interpréter qu'on est bien en communication avec lui? Alors, dans le langage corporel, il y a différents... On comprend en fait comment le corps fonctionne et donc on sait décoder tous les mouvements du corps. Il y a des mouvements qu'on fait souvent et qu'on voit souvent qui sont des petits touchés au niveau du visage. On se pince le nez, on se gratouille la joue, on se frotte le menton. Et tous ces mouvements expriment une émotion à l'instant exactement où elle se passe. Par exemple, si par exemple vous voyez votre interlocuteur qui se caresse le menton, c'est qu'il a un doute. Sur quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas d'ailleurs. Ça peut être sur ce que vous lui dites, comme ça peut être sur tout à fait autre chose. Alors, si c'est sur autre chose, c'est que l'interlocuteur, il n'est pas captivé. Il est plutôt en train de penser à autre chose et à la limite, quelqu'un qui ne te regarde pas et qui est ailleurs ne cligne plus des yeux, par exemple. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui te regarde, qui divague, qui pense à autre chose. Aura un regard fixe. Voilà, c'est ça. Il va plus cligner des yeux parce que le clignement des yeux, c'est un peu comme la touche Enter de ton ordinateur cérébral. Et donc, quelqu'un qui rêve, il cligne plus des yeux. Et c'est quand tu lui dis « Hey !» et hop, il recligne des yeux. Mais c'est un petit peu rare, ça. Mais par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il doute, mais on ne sait pas exactement sur quoi il doute. Ça veut dire qu'il faudra aller le chercher. Mais ça veut dire que peut-être il faut poser la question de savoir si on peut
éclaircir quelque chose. Par exemple... Donc on peut arriver avec du langage verbal quand on se rend compte qu'il y a un doute sur du non-verbal, poser la ou question. qu'il y a une interrogation. C'est du style, on va aller plus loin, au lieu d'essayer juste de passer. Exactement. Par exemple, si la personne a doute, on peut essayer de préciser davantage ou apporter des preuves. Enfin, apporter des preuves verbales à ce qu'on dit. La personne, elle peut aussi, par exemple, se boucher le nez. Par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le langage des oiseaux, on dit souvent, oui, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ou il ne veut pas me sentir. En fait, se boucher le nez, alors il y a différents touchés de nez, et se toucher le nez, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne croit pas en l'autre ou que c'est négatif, d'accord? Parce qu'il y a des touchés qui sont plutôt positifs et qui veulent dire, je sens bien ce que tu es en train de me dire et ça me plaît bien. Et quand vous voyez ça, c'est plutôt une caresse du nez. On caresse l'arête du nez ou au-dessus du nez, ou on se tapote au bout du nez. Et tout ça, c'est très positif. Ça veut dire que la personne qui t'écoute, elle aime bien ce que tu es en train de dire et elle le sent bien. Mais au contraire, si elle se bouche les narines, tu vois, par exemple, elle est en train de boucher les narines, c'est qu'elle sent une imprécision. C'est qu'elle sent une imprécision dans ton discours. Donc, elle n'est pas totalement convaincue. Ou elle a l'impression que c'est pas totalement juste. Donc dans ces cas-là, à nouveau, on recreuse et on retourne. Par exemple. Quels seront les signes que la personne nous suit complètement et est véritablement intéressée? J'ai l'impression que quelqu'un qui est motivé parce qu'elle est séduite te regarde. Ouais. Sourit aussi. Ouais. Alors après, évidemment, il y a différents types de sourires. Je ne dis pas que la personne, elle est obligée d'avoir la banane, mais quelqu'un qui est intéressé, qui est captivé, je pense qu'on voit aussi son corps qui va se pencher en avant vers soi. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont d'accord et quand ils communiquent, ils ont tendance à se rapprocher. La distance de sécurité devient plus faible, c'est ça? Un petit peu, enfin ça dépend aussi si on est loin ou non, mais les corps vont montrer des postures d'intérêt. D'accord. Et ça, faites confiance à votre intuition. Ne jamais oublier votre intuition, quoi qu'on puisse vous dire. Bah oui, parce qu'une posture d'intérêt, on n'est pas obligé de se coller, mais je veux dire, la personne te regarde, va te sourire, va être assez mobile, va être quand même détendue. Il faut aussi pas oublier que cette personne que tu rencontres, elle a aussi des enjeux. Et que tu ne sais pas dans quel contexte tu arrives. Bien sûr. Et que le contexte, il est peut-être difficile pour cette personne aussi. Donc ça peut être pas forcément notre discours qui est mal accueilli, ça peut être un problème contextuel pour elle. Oui. Moi, on m'a donné un conseil en tant que conférencière que je pense qu'il s'adapte bien à l'entretien. À fort enjeu. Oui, on m'a dit, Olga, il ne faut pas que tu sois le thermomètre, il faut que tu sois le thermostat. Donc c'est vous qui décidez. Ça veut dire que moi, je ne suis pas responsable des enjeux de l'autre. Bien sûr. Et que l'autre, peut-être, a un contexte difficile dont je ne suis pas responsable. Et donc, moi, je dois donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Je dois être toujours motivée, toujours convaincante, toujours authentique. Faire toujours le mieux possible. Je dis toujours à mes clients, c'est vous qui avez la relation entre les mains, c'est pas l'autre. C'est votre enjeu, c'est votre job, c'est votre recherche. C'est vous qui devez contrôler l'interaction tout le temps. Voilà. Moi, je crois que c'est le meilleur moyen. C'est d'être soi. Et puis après, de voir si on convient ou pas, mais d'être soi. D'être soi et quand même regarder les petits gestes de vigilance pour savoir si là où on part, c'est quelque chose qui n'intéresse pas l'autre. Bien si sûr. L'autre a un doute, ça peut être des éléments qui viennent en plus de la préparation et en plus de l'alignement, mais ça peut pas être des éléments qui viennent donner des règles. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites. Le langage corporel donne des indices qui va guider l'entretien, qui va aussi parfois nous rassurer parce qu'on va se rendre compte que la personne, elle a une tête qui va pencher, que j'appelle la tête d'amour. Alors évidemment, on peut se dire en entretien, une tête d'amour, n'importe quoi. Mais une tête d'amour, c'est juste une tête qui se détend. Quand la tête se descend, elle penche. Ou du petit chat ou du petit animal familier. C'est un petit peu ça. C'est la tête qui va pencher vers une épaule. Et ça, au niveau musculaire, il y a une détente. Donc la tête, elle penche. Elle pèse quand même 5 kilos, la tête. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est pas rien. Et la tête, elle penche quand on est en empathie, quand on est séduit, quand on est intéressé. Et quand on voit quelqu'un qui est souple,
quelqu'un qui est en posture d'intérêt, quelqu'un qui nous regarde et quelqu'un qui est mobile au niveau de ses mains, c'est certainement que c'est positif. Ça veut dire qu'on peut continuer plus loin dans la direction qu'on s'est donnée. Écoutez Olga, je vous remercie énormément pour ce moment d'échange. Pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur ce type de choses, donc on a bien dit, ce ne sont pas des règles, ce sont des indices qui vous permettent de savoir où se situe l'autre quand vous communiquez. Et ce sont des aides plutôt que des règles. Vous avez écrit un livre et vous avez une formation en ligne, je crois. Oui. Vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus ? Avec plaisir. J'ai une plateforme de formation de e-learning pour que tout le monde, où que vous habitiez, vous puissiez en profiter. Et donc, ça s'appelle le Programme First, programmefirst.com. C'est très accessible, c'est 10 minutes de vidéo pendant 6 mois. D'accord. Toutes les semaines. Donc c'est une logique de répétition et d'apprentissage. Je dis tout ce que je sais. Je dis absolument tout ce que je sais sur le langage corporel. Combien d'années d'expérience professionnelle derrière 10 ans. 10 ans sur ce sujet. Et je donne tout. Et je donne tout. Et c'est très, très efficace parce que ça vous permet, évidemment, la récurrence. Ça vous permet de... Je suis troublée parce que tu regardes l'heure. Je me dis, c'est quoi ? Je fais une bêtise ou quoi ? Non, c'est parce que je vais bientôt clôturer. Mais alors, permets-moi de dire qu'il y a aussi... j'offre en téléchargement gratuit. D'accord. Donc c'est un livre gratuit, un livre qui sur les mains. Et donc ça s'appelle langagedesmains.com. Olga. Tout attaché. Olga, et c'est gratuit. Super, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.